Hollywood a toujours aimé opposer les mondes du quotidien à ceux de l'imaginaire, jouant sur les deux possibilités primordiales du cinéma, le réalisme et l'imaginaire. De The Wizard of Oz, Le Magicien d'Oz, 1939, Lost Horizon, Horizon perdu, 1937, et It's a Wonderful Life, La vie est belle, 1946, à ces dernières années de Matrix, une certaine version surréaliste zen de l'idée kantienne selon laquelle le monde visible est illusoire et le monde réel intelligible détient la vérité sur ses origines, et Being John Malkovich, dans la peau de John Malkovich, 1999, qui découvre en passant de l'autre côté d'un miroir une manière de devenir soi-même un autre, et ainsi la contingence qu'il y a à être celui qu'on est. Fight Club, 1999, dans lequel le monde de l'identification masculine, insatiable de l'agressivité avec l'intimité, se voit accorder une expression tellement constante que, étant comme l'équivalent personnel de la guerre, elle se retourne contre sa création. Dogma, 1999, dans lequel une nouvelle désobéissance surgit au paradis, rendue possible par un Dieu qui s'est caché par inadvertance depuis bien longtemps, menace de détruire toute existence. Waking the Dead, le fantôme de Sarah Williams, 2000, dans lequel le désir de l'amour et les aspirations du passé de quelqu'un qui atteignent le niveau de l'hallucination, et donc de la possibilité de la folie, sont réconciliés dans l'acceptation de la continuité entre le réel et l'irréel, ou entre les faits et l'imagination, et comme exemple final de ce désir, à nouveau le très influent Groundhog Day, dans lequel ce désir est assez fort pour mériter et survivre à la répétition nietzschéenne des jours ou d'un jour au cours duquel la perfection, ou disons le fait d'une offre d'amour, est vue comme demande et satisfaisant l'éternel retour des étapes vers le moi non réalisé. Dans tous ces films, qui sont tous d'un grand intérêt, d'une grande intelligence et d'une grande passion, une crise est précipitée au nom de l'exigence d'un nouveau commencement, d'une autre chance. Il vaut peut-être la peine d'ajouter que 3 des 5 films nommés pour l'Oscar du meilleur film en 2000 peuvent être compris comme ayant affaire à des mondes opposés à ce qu'Emerson appelle le monde de la conformité. American Beauty, 1999, dans lequel le désir et l'idée qu'un homme désespéré, nourri de la promesse de beauté aux États-Unis, le mène d'une quête de la jeunesse au désir de posséder un pouvoir d'expression transformé, figuré par des pétales de rose qui ne couvrent pas le monde, des sortes de sa bouche, et qui le rend incompréhensible et inquiétant à l'Amérique tout entière, et dans lequel un jeune couple tout aussi incompréhensible et inquiétant, de manière qui ne sont pas sans rappeler la position qu'occupent les couples des comédies du remariage vis-à-vis de la bonne société, part pour être entretenu par un monde clandestin de personnes qui pensent comme eux, inversant ainsi le motif habituel du départ de New York vers la campagne. The Sixth Sense, le sixième sens, 99, dans lequel le génie d'un enfant capable de percevoir, d'halluciner un autre monde, ne peut être guéri que par un autre qui est lui-même chez lui dans cet autre monde. Et de Cider House Rules, l'œuvre de Dieu, La part du diable, 99, dans lequel les règles d'un foyer d'immigrants, ou appelez-les des lois pour une nation de migrants, doivent être enfreintes. Si l'on veut donner une vie aux exclus et aux orphelins, comme on ne peut parfois la leur donner que dans un lieu séparé peuplé d'exclus et d'orphelins. Je ne sais si un tel ensemble d'échantillons vous frappera, précisément parce qu'ils sont aléatoires, comme ayant le goût de simples accidents, ou comme suggérant un nombre indéfini d'autres cas semblables. Je me souviens quant à moi avoir remarqué dans À la recherche du bonheur que les comédies du remariage entretiennent une relation avec les films d'horreur, au vu de la mise en scène dans ces films de l'idée de la transformation du moi et du monde, dont l'idée peut être ou bien glorieuse ou bien effrayante, ou bien les deux à la fois. Et je rappelle que le vaste registre hollywoodien de la comédie musicale joue essentiellement sur l'idée que le monde ordinaire n'est qu'à un pas de l'harmonie extatique, un élément qui est particulièrement remarquable dans les routines de Fred Astaire, qui prennent typiquement leur source dans des événements et des objets de la vie quotidienne.
une promenade le long d'une rivière ou d'un quai de gare, s'abriter de la pluie sous un kiosque, faire du roller, jouer au golf, nettoyer un sol, bondir sur des fauteuils trop rembourrés. Les films d'Éric Rohmer, l'un des deux grands réalisateurs de la nouvelle vague française encore vivant, ont une grande importance dans ma motivation pour poursuivre l'idée d'une affinité du cinéma, pour le moment transcendantal, qui ne s'est pas déclaré. Non seulement un tel moment est une signature de son cinéma, mais il va aussi de pair avec la création de surfaces lisses dans lesquelles rien d'autre ne se passe qui attire votre attention, de sorte que vous pouvez vous trouver hors d'état de dire quel intérêt vous fait suivre ces histoires où si peu de choses se passent. Une visite, une balade en voiture, une conversation dans une boutique, un rendez-vous annulé par téléphone, une rencontre dans une gare, une baignade. Ces films me semblent représenter des découvertes de l'ennui et de la menace de l'ordinaire équivalentes au sentiment chez Wittgenstein du désir de la philosophie, à la fois d'y parvenir et d'y échapper. J'indiquerai à présent une direction d'enquête supplémentaire, les portraits du perfectionnisme moral et de l'ordinaire qui occupent les romans de référence sur la vocation et la vie domestique de Jane Austen et de George Eliot. En gage de travaux futurs, je cite l'aria paroxystique de Mansfield Park de Jane Austen, où Edmund rapporte à Fanny l'événement qui lui révèle la fausseté d'un objet de son amour et lui ouvre les yeux sur la vérité d'un autre, à savoir la fugue amoureuse de Henry Crawford avec la sœur mariée d'Edmund, ou plutôt l'événement de la réaction de Mary Crawford à cet événement qui démontre aux yeux d'Edmund qu'elle est un objet impossible pour l'amour et le mariage. La faute est révélée chez elle par sa colère à l'égard de son frère pour rien de plus que la folie de son acte. Devinez quels ont pu être mes sentiments. En débattre de son propre mouvement avec autant de liberté, de hardiesse et de sang-froid. Aucune répugnance, aucun sentiment d'horreur, aucune, comment dirais-je, aversion, comme celle qu'inspire la pudeur féminine. Elle ne considérait tout cela que comme une folie, et ce parce que le scandale public l'avait marqué du sceau de la folie. Oh Fanny, c'était la découverte et non la faute qu'elle réprouvait. C'était l'imprudence. Ses défauts sont, Fanny, une absence de principe, une délicatesse de sentiments émoussés, ainsi qu'un esprit dénaturé et corrompu. En un mot, Mary Crawford est répudiée pour entretenir une conception utilitariste de l'adultère. Mais l'exigence quelque peu hystérique d'horreur et de dégoût de la part d'Edmund me semble éveiller les soupçons du narrateur. Je ne dirais pas sa répudiation quant à la moralité opposée du principe en question, l'amitié de Fanny et tout ce qui lui restait, la même cousine Fanny qu'il avait connue depuis l'enfance, un trait significatif des comédies du remariage et à qui il avait appris à mesurer l'harmonie et l'enchantement de la vie au moyen du test de ce qu'il appelle regarder les étoiles. Le dernier paragraphe du roman déclare que Fanny en vint à juger que sa vie et celle d'Edmund à Mansfield Park avaient été tout simplement parfaites, mais il s'agit d'une perfection à l'égard de laquelle les lecteurs expriment habituellement quelques réserves, comme si à l'inverse, les autres principaux mariages conclus dans l'univers d'Austen, celui-ci marquait la fin et non le commencement d'une aventure spirituelle, d'une aventure qui dépend tout entière de la parole, un thème obsessionnel dans Mansfield Park, comme l'exige le mariage de deux véritables esprits. Nous ne percevons plus ici ce que George Eliot appelle la défense d'un mythe, en faisant dire à Daniel Deronda qu'une histoire était comme un mot passionné, une image extrême de ce qui se passe tous les jours, la transmutation du moi. Dans une adaptation récente de Mansfield Park à l'écran, l'hypothèse que le dénouement chaste de l'histoire est lié d'une manière ou d'une autre au fait que ce monde repose de façon invisible sur une économie du commerce et du travail des esclaves, un fait qui est mentionné à plusieurs reprises dans le roman, est rendu cruellement visible par un changement dans l'intrigue qui fait de la maladie du frère d'Edmund un mal contracté au cours de son voyage dans les plantations familiales des Indes occidentales, dont il revient avec un cahier de croquis représentant les horreurs de la vie des esclaves, cahier que découvre Fanny, présente auprès du frère pendant sa convalescence. Je rapporte simplement que, à ma surprise, l'explicitation visuelle m'a semblé saisir brillamment la signification de quelque chose que la prose d'Austen semble après coup
abrité. Le sentiment chez Jane Austen d'une mise en cause souterraine de l'ordinaire m'amène à formuler quelques réponses initiales à la question de ce qu'il y a de bon dans ce type de film sur l'ordinaire transcendantal que je caractérise comme comédie du remariage. Je peux donner une première sorte de réponse importante à mes yeux, en invoquant à nouveau ce que j'appelle ma déception à l'égard de la façon dont John Rawls conçoit le perfectionnisme nietzschéen, et en ajoutant une remarque supplémentaire sur cette œuvre qui fait date. Tard dans Théorie de la justice, Rawls remarque que l'adoption de sa théorie, qui prétend être au-dessus de tout reproche, est en réalité une tentative humaine pour répondre à la question de savoir comment vivre sainement, puisque la demande de justice de droit doit, dans toute société réelle, rester sans réponse, car toute société existe dans un état de conformité, non pas strict mais partiel au principe de justice. Il appartient à chacun de nous de juger son degré de partialité, la distance à laquelle elle se tient de la stricte conformité. Je résume cette idée dans ma conception du perfectionnisme émersonien en disant qu'une société mérite notre loyauté et elle maintient un niveau de justice suffisamment bon pour permettre la critique de la société et sa réforme. Je découvre à ma grande consternation que j'ai été totalement incompris puisqu'on a cru que je prétendais que notre société actuelle est suffisamment juste, point. C'est une construction totale. Je prétends que je suis au-dessus de tout reproche et indicible, ou dissible seulement de façon moraliste dans la conversation de la justice. Si quelqu'un profère une revendication à l'encontre de la société par envie, par cupidité, ou par oisiveté, ou par colère, alors il est possible de lui répondre cela. Et si quelqu'un nie que notre société est suffisamment juste pour mériter notre loyauté, alors on peut répondre qu'on continue à y consentir. Mais cela veut dire pour moi que cette personne n'est pas en train de prétendre être au-dessus de tout reproche, mais de reconnaître que son existence sociale est compromise. Les couples des comédies du remariage, parmi les films qui mettent en scène des vies consacrées à la recherche de l'existence du transcendantal, arrivent à un point de leur vie où ils doivent réaffirmer leur mariage en les ramenant intacts à la participation au monde ordinaire et attester leur foi ou leur perception qu'ils consentent à leur société comme un endroit où il est possible de poursuivre une vie morale faite de soucis mutuels et mériter des preuves de bonheur capables d'encourager d'autres à mener plus loin leur vie. Comme si le bonheur dans une démocratie était une émotion politique et comme si un couple pouvait entreprendre de représenter un avenir général. La République de Platon demande si une vie injuste peut être heureuse. Les comédies du remariage demandent si une vie suffisamment bonne, suffisamment prometteuse, peut être suffisamment heureuse. Il vaut la peine, comme je l'ai suggéré, de s'arrêter sur le fait que les comédies du remariage sont toujours invoquées au cinéma, même si l'on ne continue pas exactement d'en produire. Il m'a été suggéré de renoncer à appeler perfectionnisme, tel que je le décris, une théorie morale probablement parce qu'il n'invoque pas de principe ou ne propose pas de calcul valable pour tous, universellement sans distinction de position ou de condition. Si l'avortement ou la discrimination positive sont mauvais, alors ils le sont, quelle que soit la personne en cause. Le perfectionnisme, au contraire, considère chaque vie dans sa singularité. Si toute vie a un pôle singulier et un pôle universel, Emerson dirait représentatif, la perfection met l'accent sur le pôle singulier. Mais elle n'utilise pas cette accentuation comme une raison de s'exempter de la représentativité. Elle peut bien mettre en cause l'universalisation des diverses manières en refusant, disons, que les principes moraux soient des commandements, ne jamais mentir ou tuer ou rompre une promesse, ou s'opposer au droit d'autrui, à donner voix à ses opinions. Mais elle est vouée à une exigence qui est essentielle à toute théorie morale, l'exigence de se rendre intelligible, de formuler les raisons de nos actions à ceux dont les vies sont concernées par nos actions, ou à ceux qui peuvent légitimement contester nos raisons, car le perfectionnisme ne nie pas la rigueur de la moralité. Il souligne au contraire le fait que la vie morale est inévitablement une vie de confrontation, et que la violence inhérente à cette confrontation
n'est pas neutralisé par le fait que, pour ainsi dire, votre jugement prévaut dans un cas donné. La confrontation avec autrui juge votre position par rapport à autrui, tout comme elle juge les actions de l'autre, le lancer aussi bien que l'arrivée de la pierre. La position morale, ou appelez cela le tact moral, peut-être la maladresse morale, est un problème parce que la morale ne devrait pas être prisonnière des convenances. Imaginez une société dans laquelle chacun pourrait être en sécurité avec sa conscience. Ce serait imaginer une société dans laquelle, par exemple, la pitié ou la terreur et le rire du théâtre seraient incompréhensibles. Autrement dit, dans laquelle le lien entre le motif, l'acte et la conséquence serait perpétuellement transparent. Et nos intérêts pour l'intérieur et pour l'extérieur seraient toujours en accord, de sorte que, par exemple, le remords, l'absence de réaction, le renoncement nous serait aussi inconnu que la peur l'est à Siegfried, puisque l'existence humaine n'est pas comme cela. Le moment de l'intervention morale, l'initiative de la conversation morale devrait nous sembler toujours cruciale.